Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Philippe de Dieuleveux, c'est l'homme de l'action, en demande de choses exceptionnelles. Je ne vais pas tarder à arriver sur le fleuve Zaïre. C'est une zone dangereuse. C'est un défi insurmontable. Ils ont disparu, quoi. On n'a plus de nouvelles, ils ont disparu. Donc maintenant, faut chercher, faut fouiller. L'un des 2 canaux a été repéré, mais il est vide. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Oh oui, c'est la quasi-certitude. Si c'est un accident, les corps normalement ne disparaissent pas. On a essayé de nous donner des tas de preuves de la noyade, mais qui ne tiennent pas. La raison pour laquelle M. Dieuleveux était là, c'est laquelle? Pourquoi a-t-on interrompu les recherches? Pourquoi a-t-on essayé de faire passer un cadavre pour un autre? Alors, que sont devenus les membres de l'expédition? Cherche-t-on vraiment à dissimuler quelque chose? J'espère que nous verrons quelques kangourous quand même. Le point de départ, eh bien, il est fabuleux puisque c'est rocher remarquable. Décidément, la chasse au trésor nous emmènera vraiment partout sur la planète. Donc, bonjour. Bonjour. Fantastique, sir. Thank you for your help. Thank you very much. Tout à l'heure, Philippe. À tout à l'heure. Au revoir. Alors peut-être pourrions-nous avoir des compléments d'information sur cet ensemble impérial? C'est superbe. Vous l'avez dit, Didier, c'est un Versailles-sur-Mer. C'est absolument gigantesque et merveilleux. C'est d'ailleurs un petit peu anachronique. Le principe de la chasse au trésor, c'était 2 candidats en studio qui ne savaient rien, et en extérieur, au bout du monde, Philippe de Dieuleveux, qui essayait de répondre aux énigmes posées sur le plateau. Moi, je me prends sur le train. Je vais essayer de me poser sur le train, comme ça, je vais directement. Oui, mais levez-vous, ça près de la tête, il vous reste 3 minutes, 10 secondes. D'accord. Il y a combien de wagons? 3 plus la locomotive. Bon, bah, posez-vous juste derrière la locomotive. C'est parfait, le train vient juste de s'arrêter. Parfait. Donc, je vais pouvoir descendre. Alors, il vous reste 2 minutes. Voilà, le patin est posé, l'hélicoptère repart. J'essaie de me tenir un peu parce que... Alors, je cherche maintenant. Non, vous courez à la locomotive. 2 minutes. Avez-vous un regard? Vous pouvez le montrer? Est-ce qu'il a un ruban rouge? Le chef de train me dit oui. Il est où? Hop, là-bas. Où ça? Où est-il? Où est-il? Vite, où est-il? Voilà. Quand on a 10 ans, voir son parrain derrière l'écran dans les années 80, c'était magique. Il y avait une grande fierté. Il est fort, je l'admire. Le voir à l'image dans son émission La chasse au trésor, j'étais très fier d'avoir Philippe en parrain. Il fait des choses que nous ne savons pas faire. Il court, il saute d'hélicoptère, il saute souvent d'une eau à moins quelques degrés. Bref, avec Jacques-Antoine, il a sans doute fait avancer la télévision. Et dans sa catégorie, c'est indiscutablement le meilleur. Je vous demande d'applaudir le héros, le globe-trotter, pas comme les autres de la chasse au trésor, monsieur Philippe de Dieuleveux. Je lui ai demandé souvent de venir nous rendre visite, seulement il a un emploi du temps très chargé. Vous avez visité combien de pays au cours de cette chasse au trésor? Pas mal, hein? À peu près 80. 80 pays. Combien d'émissions? Début des années 80, voyager, c'est un luxe. Voyager, ça fait rêver. Personne ne le fait. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de distributeur d'argent. Personne ne voyage à l'époque.
Et des émissions comme La Chasse au trésor ont fait rêver des millions de téléspectateurs. Les audiences étaient phénoménales. Philippe incarnait le grand voyageur. L'opinion publique était fascinée par un personnage qui avait voyagé dans 95 pays. Ça n'arrivait pas. Et c'est pour ça aussi que Philippe a été un tel personnage, un tel héros. On ne résistait pas au charme de Philippe de Dieuleveux. Philippe étant le dernier d'une série de garçons, Philippe avait un caractère très fort, donc c'était plutôt un insoumis de nature. Mais enfin, Philippe était un garçon qui était extrêmement débrouillard, donc il a fait 1001 métiers. C'était un aventurier déjà tout petit, en fait. On sentait ça. C'est un esprit positif, optimiste, volontaire, quelqu'un de joyeux, qui aimait la vie, qui aimait bouger, qui aimait l'aventure. Il était tout le temps en voyage, donc c'était dur de capter ces petits moments avec Philippe, mais j'ai des souvenirs de vacances avec lui. Ces souvenirs, c'est surtout des images, des cartes postales qu'il m'envoyait des 4 coins de la planète. Donc Philippe me faisait rêver. Est-ce que vous êtes angoissé, inquiet, serein, tranquille? Ça ne va pas être évident. Je ne suis pas angoissé parce que c'est pas compliqué ce qu'on me demande. On me demande d'obéir, donc je veux dire, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est vrai. Je monte dans un hélicoptère, aller à tel endroit, je regarde la carte, ok, pilote, on y va. Ça me semble évident. Moi, je serais déjà très embêtée. Bon, enfin, je pense que mon caractère est fait pour ce jeu. Moi, je m'amuse beaucoup et j'ai envie d'aller justement là où je ne sais pas ce qui va se passer. Dans les années 80, j'étais caméraman à Antenne 2 et c'est comme ça que j'ai connu Philippe de Dieuleveux. Alors, Philippe était un garçon très exubérant, passionné. Il avait un regard très perçant. Quand il vous regardait, il vous parlait droit dans les yeux. Je crois que La Chasse au trésor, en fait, c'est pour lui une façon de faire de l'aventure, mais c'était pas vraiment sa passion. Il avait envie de... Lui, il rêvait de faire des grands reportages. À l'époque, c'était le début d'Envoyé spécial, etc. C'est ça qui le passionnait. Vous allez arrêter La Chasse au trésor bientôt? Oui, j'ai décidé d'arrêter. Je ne voudrais surtout pas saturer et que les gens ras-le-bol, Dieuleveux, ras-le-bol. Non, 4 ans de cette vie passionnante menée à travers le monde, à un rythme fou, je trouvais que c'était bien. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter, il faut passer à autre chose. Bon, je m'appelle Christian Proutot, j'ai fondé le GIGN, que j'ai commandé 10 ans, jusqu'en 1982, date à laquelle j'étais affecté à la présidence de la République. J'étais à l'époque celui qui avait créé la cellule antiterroriste que je commandais. Je déjeune avec Philippe de Dieuleveux. Philippe me dit, voilà, j'en ai assez de tout ça, la chasse au trésor et tout, j'en ai assez de faire le zèbre. J'ai monté ma boîte de production et j'aimerais faire des reportages un peu exceptionnels sur les unités spéciales comme le GIGN. Il m'a dit, mais j'aimerais également voir toutes les unités dans le monde, mais également les opposants politiques, faire des reportages. J'ai rencontré Philippe à travers un copain qui avait organisé dans le sud de la France une chasse au trésor. Il y a une faille, il ne passe rien dans la faille. Attendez, vous avez raison, stop! Stop. Il a quand même beaucoup profité de cette émission qu'il a mis comme une star. Mais d'un autre côté, ce qu'il voulait, c'était aussi monter quelque chose d'authentique, une véritable aventure. L'expédition Africa Raft, c'est une idée qui germe dans la tête d'un Français d'une 50aine d'années qui s'appelle André Hérault. André Hérault, c'est un spécialiste de l'Afrique, bras droit de Thierry Sabine sur le Paris-Dakar. Ancien mercenaire, il commandait des méharistes qui, à la frontière algéro-marocaine, faisaient la police. Ça a été le dernier méhariste français. André me dit, j'ai envie de traverser l'Afrique d'est en ouest par les fleuves. J'ai dit, mais c'est une idée géniale, il n'y aura pas de goudron, on va voir des Africains, des vraies personnes. Et c'était ça, on cherchait l'authenticité.
le départ donc, des côtes de Tanzanie. On traverse 8 fleuves et on passe de l'autre côté, donc sur le fleuve Zaïre. Voilà. À l'époque, c'était le fleuve Zaïre, aujourd'hui le fleuve Congo, où l'on peut aller d'un bout à l'autre, environ 1300 km de voies navigables sur le fleuve. C'est quelque chose de si merveilleux, mais aussi qui fait peur. On ne l'affronte pas comme cela. À l'époque de l'expédition, donc en 85, j'ai 25 ans. Je suis producteur de films publicitaires et nous voilà partis pour organiser ce projet. Et j'en suis donc le producteur. André Hérault contacte Philippe de Dieuleveult, qui est séduit, qui est attiré par l'idée, le concept lui correspond, lui va bien, ça l'amuse. Il voit peut-être aussi une bonne occasion de rebondir après la chasse au trésor. Ce que je vais faire maintenant, c'est retrouver ma liberté, parce que je crois que c'est lorsque l'on est libre que l'on peut faire des choses passionnantes. Et pour 85, j'ai déjà un certain nombre de raids et d'aventures en préparation à travers le monde. Je crois que c'est un nom qui se vend bien, qui vaut de l'or actuellement, Philippe de Dieuleveult. On doit chercher un peu à vous arracher à travers les journaux, la radio, la télévision. J'ai en effet pas mal de demandes. On est face à un garçon extrêmement sympathique, qui a très envie. J'ai rarement vu quelqu'un qui soit avec une telle énergie positive. En plus, c'était l'homme de télé que tout le monde connaissait. Enfin, c'était... Alors, Richard Janel, chez Paris Match, et je me dis, tiens, Paris Match, ça peut être sympa au niveau du sponsoring, parce qu'on va faire des images, etc. Donc je demande à Richard, est-ce que ça peut t'intéresser? Il me dit, mais tu sais, Mobutu, je le connais très très bien, c'est moi qui fais toutes ces photos. Chez Paris Match, je suis le monsieur Afrique et surtout Mobutu, on s'entend très très bien. Et il me dit, non mais moi en plus, ça m'intéresse, je veux en faire partie. Alors il adorait ses enfants et je crois que c'est une des photos qu'il a pris avec sa petite fille que Richard a fait et que c'était dans toutes les ambassades. De... Ah oui? Oui, vous saviez pas? Tu savais pas? Si. Oui. Richard, moi je l'ai connu à une réception chez une de mes tantes où il faisait un reportage. Il commençait à faire les grands reportages. Lui, il adorait les reportages un peu de guerre. Il était un peu baroudeur, disons, voilà. Et après, il a été photographe avec les présidents français, Pompidou, Giscard. Après, il est parti au Liban. Comme disait ma belle-mère, tu n'as pas épousé un banquier qui reste derrière son comptoir, donc tu dois accepter, voilà ce qu'elle disait. Puis c'est tout. C'était sa vie, il adorait. Oh, purée. Alors, Philippe de Dieuleveult a amené Marc Gurnot. Marc Gurnot, c'était un garçon qui était spécialisé dans les radios. C'est quelqu'un qui officiait déjà sur la chasse au trésor. Et puis il y a François Laurenceau qui est le camarade de Philippe de Dieuleveult, son meilleur ami, son ami d'enfance. La personne avec qui il a fait beaucoup déjà de petites expéditions en traversant le Sahara en 4L, etc. Et puis Gérard Daboville intègre le groupe. Gérard, c'est l'homme raisonné, assez technicien. Il a tout pour accompagner le projet. C'est un des plus grands aventuriers français qui a traversé l'Atlantique à la rame. Traverser l'Atlantique à la rame de Newport à Brest ce matin et Gérard Dabouville est entré dans la légende. C'est lui qui conçoit les rafts. Les deux rafts sont des unités pneumatiques qui font près de 11 mètres de long. C'est énorme, quoi. On peut mettre un camion dessus, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Il n'y a pas de plus grosse unité à l'époque. Et puis, André me présente Angelo Angelini, un très grand motoriste qui travaille chez IBM, Lucien Blockmans, un cadre de la SFP, la Société Française de Production. Notre équipe est au complet, on est prêt, on peut partir direction l'Afrique. Philippe de Dieulevée, je le connaissais de réputation, parce que comme ambassadeur à Paris, j'avais suivi des missions chasse au trésor. C'est quelqu'un qui était très connu. Et pour le Zaïre, pour le président Mobutu, c'était aussi une façon de promotion touristique du Zaïre. Donc c'est une expédition qui cadrait vraiment avec les intérêts du Zaïre de l'époque. Cette expédition commence mal, en fait. Ils devaient partir de Tanzanie, et puis la situation politique, militaire est très très compliquée. Ils n'ont pas d'autorisation d'aller en Tanzanie, et du coup, l'expédition commence au Burundi. On arrive à Bujumbura, l'entrée sur le Zaïre est impossible. Il y a des gens qui nous rendent compte, ils disent « Oula, n'y allez pas, on a pris des coups de mitraille, c'est pas le bon moment, il faut attendre un petit peu que ça se calme de l'autre côté. » Donc on attend. On s'ennuie sévèrement une fois qu'on a monté nos rafts et qu'on est en attente de pouvoir passer de l'autre côté Zaïre. Ils arrivent à 10, il y a un 11e qui va se greffer, Guy Colette, qui n'était pas prévu. Guy Colette est un entrepreneur belge, il vit à Bujumbura, et comme l'équipe est restée quelques semaines sur place, près du lac Tanganyika, Guy Colette intègre cette expédition au pied levé. Ce garçon nous rend plein de services. Et sa femme me dit, tu sais, ça ferait vraiment plaisir à Guy de vous accompagner. Au bout de 3 semaines, à Bujumbura, des tensions apparaissent dans le groupe. Il y a 2 types de caractères. Gérard m'a dit, il y a une mauvaise ambiance, viens, on part. Moi, j'avais des obligations professionnelles, on avait pris trop de retard, il fallait que je rentre. Donc moi, je rentre avec Gérard Bagoville sur Paris, reste sur place, Philippe de Dieuleveux, Marc Gurnot, André Hérault, François Laurenceau, Richard Janel, Angelo Angelini, Lucien Blockmans, se joint Guy Colette, et je crois qu'on a l'intégralité de nos hommes qui vont partir sur le côté Zaïre. Puis Philippe de Dieuleveux, il doit rentrer à Paris, il a son épouse qui doit accoucher, il a aussi des gens à voir. Donc avec Marc Gurnot, qui est un de ses camarades d'ailleurs de la chasse au trésor, ils prennent un avion pour Paris. L'expédition continue sans eux, et puis tout le monde se retrouvera ensuite à Kinshasa. Philippe doit assister à l'accouchement de son épouse, Diane, qui va accoucher d'une petite fille. Diane, c'est l'amour de toujours, l'amour de jeunesse de Philippe. Ils se sont rencontrés à l'enfance, ils ont passé leur adolescence ensemble, ils ont eu le même goût du voyage, ils ont traversé le Sahara. C'est une femme avec laquelle il a tout vécu. Elle est sa conseillère, elle est son... Et puis surtout, elle a épousé un coup de vent et elle accepte très bien cette situation. Mais à cette période, quand il remonte à Paris, il n'est pas bien. Mon père l'aura au téléphone. Il me dit, ouais, je repars demain, mais c'est pas bon, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et Philippe n'était pas bien du tout. Il me dit, non, c'est une expédition qui est mal foutue, je la sens pas. Mais je dis, mais pourquoi tu repars? Puisque Diane, ta femme, accouche dans 8 jours. Oui, mais je dois repartir.
Nous avons déjeuné ensemble avec Philippe de Dieuleveux. Il me dit oui, je suis revenu. En plus, c'était l'occasion parce qu'il fallait refaire le point sur certaines choses, ramener des images. Pendant le déjeuner, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. J'ai trouvé... On discute, j'essaie de le faire parler. Et je parle donc des rapides. Je dis, mais là, les choses sérieuses commencent. Et il me dit, non, c'est pas ça. Quand il est revenu en France, là, j'ai senti qu'il y avait un énorme changement. Sur place, ça s'est très mal passé entre l'équipe, parce qu'il y avait André Hérault. Moi, il m'en a parlé, il me dit que c'est un fou, enfin, c'est un facho, il y avait une ambiance détestable. Du coup, il y avait les deux rafts, les deux catarafes qui étaient séparés. Il y avait le cataraphe de Hérault et le cataraphe de Philippe qui était bon. Mais Philippe était quelqu'un d'honneur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'aurait jamais abandonné une expédition, même si franchement, cette deuxième partie de l'expédition, il n'a vraiment pas envie de la refaire. J'étais un ami de Philippe de Dieuleveux, de fraîche date, puisqu'on se connaissait depuis quelques mois. Et il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il repartait la semaine suivante. On a dîné ensemble un soir. Il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a des gens qui ont été obligés de s'arrêter parce que ça a pris beaucoup de retard. Et je lui ai dit, bon, c'est le genre d'expédition que j'aimerais bien faire. Donc je lui ai dit, écoute, moi je suis partant. À l'époque, je vivais seul, donc j'avais pas d'attache. Et je me dis, je vais en profiter. Et puis finalement, Philippe n'attend pas que son épouse accouche, l'appel du large, l'appel de l'aventure. Mais ça, c'est tellement Philippe de Dieuleveux est plus fort que tout. Et il retourne retrouver ses copains, direction Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa, Richard Janel m'a appelé. C'était un après-midi, 2 août. Vraiment, l'enthousiasme était, parce que tout ce qu'ils avaient franchi jusque-là, mais moi je lui ai dit, mais vous allez où? Ils m'ont dit, non, maintenant on va à Inga. J'ai dit, est-ce que vous avez les autorisations? Ils ont dit, oui, nous avons eu toutes les autorisations nécessaires, parce que Philippe de Dieuleveux, était venu avant, il avait vu le président Mobutu, et grâce à votre intervention, parce que je l'avais mis en contact, Richard, avec mon successeur à Paris, qui avait facilité le contact entre Philippe de Dieuleveux et le président Mobutu. Nous avons été hébergés chez Nelson Bastos, qui était donc un Portugais qui habitait là. Il connaissait Guy Colette, qui avait, je pense, dit à Nelson Bastos, continue avec nous, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. Donc ça avait été une recrue supplémentaire pour faire la fin. Après quelques jours de break à Kinshasa, l'expédition s'élance sur le fleuve Zaïre. Il y a 9 aventuriers sur 2 rafts, le Françoise et le Godelieve. On a quitté le yacht club, on est parti, on a commencé à naviguer sur le Pool. C'est gigantesque entre Brazzaville et Kinshasa, c'est une étendue gigantesque. Et puis tout d'un coup, ça se resserre, le courant augmente, et là, on commence à partir vraiment comme dans des premiers rapides qui sont assez importants. On trouve que c'est un peu plus fort que ce à quoi on s'attendait. Les bateaux résistent bien, tout se passe bien, on est très secoué. Et puis on a continué. Le 5 août, on se rapproche du barrage. Imaginez un peu le barrage et puis presque une centaine de mètres de dénivellation. Et le débit, 40 000 mètres cubes par seconde. C'est le deuxième
après l'Amazone. En plus, une zone stratégique qui était située à la frontière avec l'Angola. On décide de s'approcher de l'île aux hippopotames. On ne sait pas du tout par où on va pouvoir passer, parce qu'il y a un coude. On amarre les bateaux, on part faire une reconnaissance à pied, et on voulait voir de l'autre côté par où on pouvait passer. Philippe, caméra à la main, et qui est marché devant, dérape sur un rocher, il perd la caméra, mais on a failli le perdre aussi. On a été obligé d'aller chercher des cordes pour le ramener sain et sauf, et là on a compris qu'on rentrait dans un truc très difficile. Le soir, on a discuté, c'était un peu, il faut reconnaître que les gens, c'était moins joyeux le soir. Les gens pensaient, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire le lendemain. Après, chacun s'est retrouvé dans la tente où il était. Moi, je partageais celle de Philippe et de François. On en a discuté tous les trois. Dans les autres tentes, les gens discutaient, je ne sais pas quelles décisions ils ont prises entre eux. Moi, clairement, j'ai dit que j'irais pas. François a dit qu'il n'irait pas. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, on a préparé le petit déjeuner, etc., etc. Et puis, voilà, la discussion est venue, on y va pas. Philippe a réfléchi longtemps, puis il a dit j'y vais. Je pense qu'il était un peu obligé par son image à le faire. Ensuite, les autres ont suivi, les uns derrière les autres. Sur le Gottlieb, il y a André Hérault, Richard Janel, le journaliste de Paris Match, Guy Colette et Nelson Bastos. Et sur l'autre, le Françoise, il y a Alain Angelini, Philippe, et Lucien Blockmans. Les gens commencent à préparer les radeaux pour partir. Nous, avec Laurenceau, on a commencé à préparer notre matériel de survie dont on avait besoin. Et on s'est dit, on se retrouve ce soir ou demain. Tout d'un coup, on ne voit plus que les drapeaux. Il y avait un drapeau français, un drapeau zaïrois, c'est tout. Après, on n'a plus rien vu. François et moi, on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette île? On a commencé à faire le tour, à marcher un petit peu, et tout d'un coup, on a vu un type sur une chambre à air de camion. Un pêcheur. On lui a fait des signes, on a réussi à expliquer tant bien que mal qu'on voulait traverser. Alors moi, le matin, je devrais aller voir mes filets là où on a vu les Blancs. Et quand je suis arrivé au niveau du pont d'Ingahin, il y avait des militaires qui m'ont dit il ne faut jamais aller passer, on a vu des Blancs passer, on ne sait pas, ils ont quel problème. Moi j'ai dit non, moi je dois y arriver parce que il y a mes filets, j'ai fait la pêche là-bas. Ils m'ont dit, bon, ça va, au cas où vous mourrez, ce n'est pas notre problème. En descendant, j'ai aperçu 2 Blancs seulement. Je les ai salués. Bonjour, monsieur, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, on a l'expédition française, mais on nous a dit que vous êtes au nombre de 9. Où sont les autres? Les autres sont déjà répartis. Et vous, comment est-ce que vous allez arriver à Inga? Oh non, bon, on ne sait pas, peut-être, on va se débrouiller. Vous allez vous débrouiller comment? Et j'ai dit, bon, je vais vous aider. Aider comment? Avec la chambre à air. Le premier dit, est-ce qu'on nous n'allons pas mourir ici? Non, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est la chambre à air que j'ai utilisée. La chambre à air, malgré qu'il n'y a pas de l'air. Alors, on est arrivé à Ingahin. Il a pêché les Blancs, il a pêché les Blancs. Les Blancs qu'on disait, les voilà. Je les ai remis aux mains des autorités. Ils sont remontés à la cité. Et en arrivant sur la terre ferme, il y avait des gens qui étaient là. Et 5 minutes après, il y a la police zaïroise
qui est arrivé. On leur a dit qu'on était en train de faire une expédition, qu'on avait tous les papiers nécessaires. Moi, j'avais une copie. On était inquiets de ce qui avait pu arriver aux autres. Ils nous ont posé des questions. Ils n'avaient ni queue ni tête, et pourquoi on faisait ça. Et puis, on a passé la soirée là-dessus. C'est l'armée qui nous a descendus en voiture à Matadi. Après, on voit un type de l'AND, qui est un autre type de la police, qui nous retire nos passeports. On nous met à l'hôtel Métropole. On nous interdit de sortir. Notre premier souci, c'était de réussir à prévenir l'ambassade de France, de réussir à prévenir les militaires français qui étaient en poste à Kinshasa. On avait affaire à des gens qui étaient très inquiets de ce qui s'était passé, qui a priori avaient peur de ce qui s'était passé, plus pour eux que pour nous. Donc notre souci à nous, c'était d'essayer de prévenir. Et le soir, on n'a pas pu le faire. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y a pas de truc, etc. Donc on a passé la nuit, on n'a pas très bien dormi. On avait un mode opératoire qui était très simple. Chaque soir, échange radio. Tout va bien, RAS, etc. L'expédition continue. Premier soir, pas de contact, il y a un souci. Deuxième soir, toujours pas de nouvelles. Philippe de Dieuleveux participait à une expédition sur le fleuve Zaïre, au Zaïre. Toute son équipe, 7 personnes au total, n'a pas donné de nouvelles depuis 48 heures. Bonjour, notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor, participait à une expédition sur le fleuve Zaïre, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Depuis mardi, nous n'avons aucune nouvelle. Ils ont disparu. Et là, on ouvre une grande carte d'Afrique en disant, voilà, Matadi est là, Kin est là, Kinshasa est là, voilà. Et elle a dit, on n'a pas de nouvelles, ils ont disparu. J'ai 20 ans, j'ai jamais perdu de copains, d'amis autour de moi. Comment un gars que j'ai connu, que j'ai vu vivant, que j'ai vu souriant, avec lequel on a fait des soirées, comment un personnage comme ça peut disparaître, s'évaporer, pouf, corps et âme, un beau matin au Zaïre. La disparition de Philippe de Dieuleveux, ça a été un choc pour tout le monde, évidemment. Moi, je me souviens parfaitement. J'étais sur une petite route de Dordogne. Je l'ai entendu à la radio. Et ça a été un choc épouvantable. Il y avait évidemment l'absence de nouvelles de tous les membres de l'expédition. Une grande incertitude, oui. Complètement. Marc Burneau, vous faisiez partie de l'expédition. Vous rentrez, c'était une mission impossible? Non, c'était pas une mission impossible, c'était une mission difficile, mais c'était avant tout une aventure. Donc un groupe de 6 à 8 personnes qui avaient décidé de vivre cette aventure. Moi, je suis rentré pour des raisons professionnelles. Le travail n'attend pas. Et l'équipe a continué. Donc. Les embarcations étaient assez résistantes? Oui, oui, oui. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de choses trop graves, c'est que nous avions 2 tonnes de matériel à bord dans des emballages étanches. Et s'il y avait eu le moindre incident, on aurait retrouvé quelque chose. Et pourquoi cette expédition? L'aventure d'une bande de jeunes qui en ont un peu marre de la grisaille de Paris. Alors je suis le lieutenant-colonel Moreau, à la retraite depuis 1997. Mais en 1985, j'étais coopérant militaire, capitaine, dans l'armée zaïroise. Il faut savoir qu'en 1974, entre Giscard d'Estaing et Mobutu, des accords de coopération ont été signés pour la création d'une brigade parachutiste. La 31e brigade para, c'était à l'époque la plus forte coopération militaire de la France, avec un commandement zaïrois, c'était un commandant zaïrois. Voilà. Le 8 août 85, le colonel de Mamaou m'appelle
Et il me dit, voilà Moreau, on est sans nouvelles d'une expédition qui s'appelle Africa Raft, qui est passée, qui descend le Zaïre, et dont on n'a plus de nouvelles au niveau des rapides d'Inga. Franchement, voilà, il me dit, comme ça, je vois son doute, je vois son visage, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me dit, allez, tu pars tel jour, tu réunis tes troupes, tu descends sur Matadi et tu essayes de voir ce qui se passe. Ma mission, je le conçois d'un seul coup, c'est de retrouver des hommes. Et là, je découvre le fleuve Zaïre. Et je regarde. Et là, c'est ma première sidération, quoi. Là, je regarde tout ça jusqu'à l'île aux hippopotames. On voyait bien de l'endroit où j'ai machin, l'île aux hippopotames au fond, les rochers, les rapides, tout. Là. Je vois cet énorme défilement d'eau, des vagues déferlantes à gauche, à droite. C'est un spectacle hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça. Devant moi, c'est un enfer d'eau. Toujours aucune nouvelle de Philippe de Dieuleveux, disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Il participait à une expédition sur le fleuve, l'un des 2 canots retrouvés, vide. Bonsoir. L'un des 2 canots a été repéré sur la rive gauche du fleuve, mais il est vide. Aucune nouvelle de toute l'équipe. Philippe de Dieuleveux avait pourtant pris des précautions. Il connaissait cette région. Il s'y était rendu en octobre 84 pour la chasse au trésor. On retrouve le Godelive. C'est une épave. Il ne reste que l'armature métallique. Tous les boudins, les flotteurs ont disparu. Il n'est pas loin de l'île aux hippopotames. Donc François, Laurenceau et moi-même, on remonte à Inga et on nous indique l'endroit où le bateau a été retrouvé. On va survoler l'endroit. Moi j'étais dans l'hélicoptère, François n'était pas. L'après-midi, on commence à visiter des villages un peu partout et on retrouve les boudins du raft qui ont été découpés pour faire des chaussures. On retrouve les affaires qui ont été emmenées. Le bateau avait été pillé par la population. Et le Gébi, il a récupéré les effets, ce qui a trouvé. Il est parti avec. Le 9, on retrouve le raft Françoise, le raft de Philippe, accosté dans les rochers, intact. Le Françoise, lui, il est comme un bateau qui s'en est bien sorti. C'est le bateau où se trouvaient Philippe de Dieuleveux et puis Angelo Angelini et Blockmans. Le poste radio, l'antenne est intacte. Si l'antenne est intacte, cela prouve que le raft ne s'est pas retourné. Par contre, il n'y a pas d'homme. Tous les hélicoptères existants sont sur place. L'armée fait tout ce qu'elle peut. Elle a envoyé des gens à terre pour prospecter. L'hélicoptère s'est maintenant posé dans tous les villages qui sont dans la région concernée. L'endroit où les bateaux ont été retrouvés, c'est un endroit où il n'y a pas de forêt. En montant au-dessus du fleuve, il y a des chemins de brousse un peu partout, il y a des pêcheurs partout, il y a des villages partout, et tous les villages ont été visités en hélicoptère. On a interrogé toute la population, donc il est impossible qu'ils soient dans un village sans que ça se sache. À un moment, on se dit, c'est pas possible. Il y a dû se passer quelque chose. Après, par la suite, on se dit, comment on peut prendre autant de corps et qu'ils ne reviennent pas. Daboville et 2 autres explorateurs sont partis pour le Zaïre afin de rechercher eux aussi cette expédition perdue. Marc Gurnot, Gérard Daboville et moi-même, on se devait de mettre les choses en route pour aller les chercher. C'était l'arrangement qu'on avait dans l'équipe. On arrive à Kinshasa et là,
on nous apprend que le colonel de Montmahou a été sur les rapides pour chercher nos camarades. À plusieurs reprises, il nous dit qu'il y a quelque chose qui sent pas bon, que lui est très touché par ce qui vient de se passer. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne dit pas les choses parce que peut-être il ne le sait pas, mais moi je relate juste ce dîner où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Philippe Rochaud et moi, on apprend simplement que Philippe de Dieuleveux, on ne le retrouve pas, il a disparu. On a embarqué lundi soir. Philippe Rochaud dans l'avion m'explique la situation géopolitique du Zaïre. Il me dit bien, me précise, Philippe Rochaud me dit bien que au barrage d'Inga, c'est une zone dangereuse, parce qu'il y a une alerte, et ce sera un gros problème, parce que si ces 3 turbines sautaient, c'est tout le Zaïre qui tombe dans le noir. Le site Inga est toujours en alerte, minimum, parce que c'est une cible potentielle. Et vu l'étendue, une cible facile. Inga produit 2000 mégawatts. Alors quelqu'un qui sait neutraliser Inga, neutralise Kinshasa et l'ennemi. C'est pour cela qu'il y a toujours des militaires, des gens de renseignement, etc. Ça, c'est normal. Il faut imaginer quand même un barrage qui, en plus, est le bébé de Mobutu, qui était justement la région très dangereuse, parce qu'il y avait des mouvements de résistance, des guérilleros qui venaient d'Angola, il y avait des Cubains qui étaient dans le coin, appuyés par les Soviétiques. Vous savez, à l'époque, les relations entre le Zaïre et l'Angola étaient compliquées. À l'époque. Vous savez que le président Mobutu soutenait l'UNITA de Jonas Savimbi. Et du côté angolais, il y avait le président Neto qui avait fait venir des Cubains. Nous sommes en période de guerre froide. Mobutu est considéré comme un allié par les nations occidentales. C'est aussi le gendarme de l'Occident en Afrique. Il a été très utile à tous ceux qui étaient alignés du côté des régimes occidentaux. Il servait le courant opposé à l'Union soviétique et la Chine. Cela a permis de fermer les yeux sur certains abus ou sur certaines dérives du régime. C'est au bout de 10 jours qu'un de mes camarades officiers me dit « Tiens, ton frère, il fait parler de lui, il fait de la pub, il est au Zaïre, il a disparu, on le recherche et tout. » J'appelle donc Diane, la femme de Philippe, qui venait d'accoucher, et je lui dis « Oh là, ce qui se passe n'est pas normal. Je vais demander à Paris l'autorisation de partir au Zaïre pour enquêter. Ce qui se passe n'est pas normal. » Et Diane, au téléphone, me répond « Ça sert à rien de partir, ça sert à rien. » Je dis « Quoi? Ça sert à rien? Mais Philippe, c'est mon frère, et j'y vais. » Quand mon père apprend la disparition de son frère, il y a cette intime conviction qu'il s'est passé quelque chose. Pour lui, c'est pas normal. Il veut savoir ce qui s'est passé. Alors, quand on est arrivé à Kinshasa, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller au consulat de France, qui était juste à côté. Et là, on a rencontré alors un monsieur, un consul, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Dupin, qui était extrêmement désagréable avec nous, qui nous a demandé qu'est-ce qu'on fichait là, et vous n'y arriverez jamais, vous allez être sans arrêt embêté. Et vous savez, pour nous, de toute façon, ils se sont noyés. Et la rapidité de sa réponse sur le fait qu'ils se soient noyés nous a quand même un peu surpris. Et quand on demandait des preuves, il nous disait « ça viendra ». Et là, on a pris la route d'Inga.
Quand on voit la beauté du fleuve, on comprend qu'elle ait pu séduire Philippe de Dieuleveux et ses compagnons. Nous sommes ici au niveau des chutes de Yalala. Et là, normalement, les corps devraient arriver et rester bloqués par les rochers. C'est en effet là que les pêcheurs retrouvent généralement les victimes qui ont été tuées par le fleuve en amont. Hélas, pour l'instant, aucune découverte d'un corps qui aurait pu nous permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le gouverneur d'Inga nous dit, écoutez, on connaît quelqu'un qui a été témoin, mais on connaît un Zaïrois qui éventuellement pourrait vous aider. Donc ils sont allés le voir, ils ont dû palabrer quelque temps, et finalement le soir, le Zaïrois en question est venu. J'avais pris les jumelles cette fois-là, j'ai pu remarquer l'embarcation. Tout de suite, je n'ai vu personne, mais 5 minutes après, j'ai vu quelqu'un sortir de l'embarcation, aller vers la rive, revenir dans l'embarcation, prendre un sac et retourner sur la rive. Après, alors, j'ai vu 2 personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs jaunes. Et là, ils avaient l'air blessés, ils avaient l'air en difficulté physiquement? Non, comme vous le voyez sur place ici, je ne peux pas dire exactement s'ils étaient en difficulté. Il m'a semblé qu'ils étaient à l'aise. Physiquement, celui qui a quitté l'embarcation pour aller jusqu'à la rive, apparemment, de loin, vous voyez la distance vous-même, il semblait être à l'aise physiquement. Et là, je rencontre l'ingénieur zaïrois et il dit, ouais, il y a 3 hommes qui ont débarqué là-bas. Putain, mais j'ai dit, t'as vu 3 hommes débarquer là-bas, t'avais des jumelles. Ouais, j'ai de mauvaises jumelles. D'accord. Un est resté à bord. Oui. Et il a été vu, donc les 2 autres, qui transportaient ou débarquaient, ça on ne sait pas, du matériel. Et j'arrive. Au bout d'un moment, quand même, après un bon moment de crapahut, j'arrive sur cette plage. Allez les mecs, en ligne, posez les sacs, installez le truc, fouille de la plage. Et là, méthodiquement, on s'avance sur cette plage qui fait à peu près 200 mètres, à peu près, jusqu'au fleuve, comme ça. Donc là, déjà, dans le contact radio, on me demande de nous mettre torse-poil. Pourquoi torse-poil? Parce qu'ils allaient pouvoir essayer de voir si on pouvait discerner un blanc d'un noir. Là, tout de suite, au réseau radio, on voit rien, on vous voit pas. D'accord. Ça voulait donc dire que l'ingénieur zaïrois avait certainement eu beaucoup de mal, et je le comprends, à cette distance-là, à discerner des hommes qui débarquaient là, à la couleur de leur peau. Voilà. Et puis d'un seul coup, mon capitaine, venez voir. Et là, on commence à trouver sous les rochers des documents de Philippe de Dieuleveux, des photos de lui, ses ceintures avec les batteries de caméra, les films, des négatifs qui étaient dans des boîtes plastiques, des vivres, des médicaments, tout était caché sous les rochers, tout était au sec sur cette plage. Ils ont passé des rapides qui étaient certainement assez violents, mais il y a une certitude, c'est que concernant le bateau de Philippe, ils sont sortis, ils ont été sur les berges. Donc qu'est-ce qui se passe? On se dit, il y a un truc, lequel? On ne sait pas. On est sur place, on va essayer de trouver par nous-mêmes. D'Abbeville, avec Thierry Sadoun et Marc Gurnaud, loue un hélicoptère pour pouvoir se rendre sur les rapides d'Inga. Sur place, à Inga, d'Abbeville raconte qu'il a recueilli un témoignage d'une personne qui lui certifie avoir vu le Françoise passer sans encombre les rapides, et ensuite, entre 2 rapides, dans une partie plus calme, avoir vu les 3 aventuriers se jeter à l'eau. Sur place, qui je rencontre? Philippe Rochaud et son caméraman Patrick Voix. Et nous voilà à faire les recherches ensemble. Et au bout d'un moment, il y a des policiers qui viennent vers nous. Ils disent, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire, etc. Nous, on cherche l'expédition Africa Raft, etc. Alors ils disent, ah oui, mais nous aussi, on les cherche. Vous les cherchez depuis quand? Et ils nous parlent d'une date qui était avant le départ de l'île de l'Hippopotame. Ce qui veut dire que très certainement, ces gens-là recherchaient notre expédition avant qu'elle ait disparu. Il faut trouver des explications, mais on n'en trouve aucune, parce qu'on ne retrouve aucun des aventuriers, ni mort, ni vivant.
La disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses 6 compagnons, un pêcheur zaïrois a vu hier soir le corps d'un Européen dérivant dans le fleuve Zaïre, ce qui confirmerait la thèse de l'accident de l'un des 2 bateaux de l'expédition. Voici maintenant au téléphone ce que peut dire pour l'instant le vice-consul de France sur cette découverte. Le corps a été repêché à Boma. Alors Boma est une localité qui se trouve à 30 km de Matadi. Pour nous, la thèse de l'accident nous a paru depuis le départ comme la plus vraisemblable. Reste, si vous voulez, à examiner le noyé. Qui sera identifié ensuite comme étant celui de Guy Colette. Sur la base de ce corps, on va essayer de liquider l'affaire en disant, bon, voilà, vous voyez, on en a retrouvé un, il s'est noyé. On a pu identifier formellement le corps grâce à une chaînette en or qu'il avait autour du cou. Vous voyez, donc ils se sont noyés. En France, évidemment, l'affaire avait pris une tournure importante. Là, d'un seul coup, on apprend, enfin, le colonel va me l'apprendre, qu'un détachement du 2e REP, section nautique, section montagne, sous le commandement du colonel Jean, que je connaissais bien et qui était un ancien du Zaïre. Et donc tout ça, ça arrivait par C-160, hélico Puma et tout le matériel démonté dans le sens là, ça atterrissait à Kinshasa. En fait, on envoie la France cette fois-là. Et en dernière minute, une information exclusive RTL, le président du Zaïre, le général Mobutu. Le président de la République française m'a transmis sa demande pour l'envoi d'une équipe de militaires français pour aller enquêter sur... Ça n'a même pas traîné une seconde, ma conscience étant tranquille. Et le colonel Mobutu, il me dit, Moreau, tu vas repartir comme conseiller technique de cette expédition de recherche, prépare-toi, tu pars demain matin. Allez, je représente, je refais le machin, et cette fois-ci, j'emmène ma caméra. C'est impressionnant parce qu'il y avait quand même 60-80 bonhommes dans tout ce truc-là, le staff. Là, on avait des moyens importants pour partir faire la 2e partie des recherches. Plus, nous arrive Jean de Dieuleveux, le frère de Philippe. Et ils vont aller sur l'île aux hippopotames. Et là, mon père va marcher sur ce sable que Philippe a foulé quelques semaines avant. Mon père, au fond de lui, se dit « Je vais savoir, je saurai ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas un simple accident. On ne déploie pas autant de moyens pour un accident. » Et Jean a passé combien de temps là-bas quand il est parti? Oh, 4-5 jours. Pas plus? Oh non, pas plus. Bah, tu sais, il était indésirable là-bas. Hein. Oui. Il était bloqué, il y avait l'armée française qui le surveillait de près. Bon, enfin, ils ont été plutôt mal accueillis et ils ont senti qu'ils étaient pris en charge par l'armée. Plus que mal accueillis. C'était les guidés. C'était des officiers français, on leur a confisqué leur passeport. C'est pas les Zaïrois qui leur ont confisqué leur passeport, c'est le consul de France à Kinshasa. La mission de ces hommes que j'ai vus lorsque j'étais sur place était simplement de rechercher dans le fleuve des noyés. L'idée en envoyant ces hommes sur place, c'était quoi? C'était de faire le ménage? Uniquement pour, je dirais, pour calmer la France. Philippe de Dieuleveux était connu, mais il ne faut pas l'oublier, ils étaient 7, il n'y avait pas que Philippe, mais il était connu, il était aimé. Donc la France s'inquiétait de ce qu'était devenu Philippe de Dieuleveux. Donc pour calmer l'opinion, on a envoyé des troupes pour rechercher uniquement des noyés. Et là, avec le staff d'état-major, on décide de larguer 2 fûts. Je propose, j'ai dit voilà, on va larguer 2 fûts, lestés à peu près avec le poids d'un homme minimum et maximum.
Donc on voit bien le cheminement des fûts, et on voit les moments où ces fûts sont engloutis en dessous des vagues déferlantes, des vagues en portefeuille comme ça, et puis dans une qui reparaissent 100 mètres plus bas, parce qu'évidemment il y a de l'air dans un truc, c'est un bouchon, donc il est remonté. Un corps ne remontera pas. Deux tonneaux de 70 kilos chacun, le poids d'un homme, étaient largués dans les rapides. On les retrouvait un peu plus loin, complètement comprimés par la force du courant. L'expérience a définitivement convaincu l'armée qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre les recherches. Maintenant, on a vraiment la certitude que les chances de retrouver Philippe de Dieuleveux et les membres de son équipe est quasi nulle. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Oh oui, c'est la quasi-certitude. La thèse officielle d'Africa Raft, les conclusions, noyade accidentelle. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de discussion. Aucune autre thèse ne doit être abordée. Où sont les corps? Il n'y en a pas. On a retrouvé un seul. Mais votre frère est noyé, vous le savez bien. Ah, je dis non. Je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. Quand on parle à la radio, je ne sais plus par quel média, on apprend qu'un corps a été retrouvé. Ah non, Jean, il a reçu un télégramme du vice-consul de France à Kinshasa. Oui, ah oui. Oui, c'est le vice-consul de France à Kinshasa, Monsieur Dupin, DUPIN, qui a envoyé ce... Le corps de votre frère a été identifié. Veuillez prévenir votre famille, nous indiquer le lieu d'inhumation et nous procéderons au rapatriement du corps. Et mon père apprend ça au téléphone. Il s'écroule, il s'effondre. Il appelle ses parents. Il dit là, c'est grave. Ils ont retrouvé Philippe. C'était un corps sans tête, sans main, sans sexe et sans pied. Le corps qui nous a été présenté correspond aux caractéristiques morphologiques de celles de Philippe de Dieuleveux. Philippe faisait 1m70, vous enlevez la tête, ça fait 1m50, voilà, correspond. Et à partir de ça, le vice-consul nous dit « Le corps de votre frère a été identifié oui. ». Je demande une contre-autopsie qui a lieu à l'IML de Paris, l'Institut médico-légal de Paris. Et je vois ce corps, sans tête, sans main, sans sexe, sans orteil. Quand Jean a obtenu le rapatriement de ce fameux corps à l'Institut médico-légal de Paris pour contre-autopsie, on a découvert que voilà, ce corps c'était un rôti, quoi. Les radios de Philippe ont été retrouvées, comparées à celles de ce corps, et formellement, les médecins légistes, désignés par le procureur de la République, me disent « Ce n'est pas Philippe de Dieuleveux ». Quelle conclusion en tirez-vous? Une machination. C'est un faux corps, c'était pour enterrer l'affaire. Donc évidemment, là se fait jour, surtout dans l'esprit de Jean de Dieuleveux, son frère, naît l'hypothèse, le doute qu'on a voulu lui cacher quelque chose, qu'on a voulu cacher quelque chose à la famille, que c'est pas un hasard si on fait passer un corps comme étant celui de Philippe, c'est qu'on veut en fait solder cette histoire, mettre le mot fin, trouver une explication rationnelle et sans l'obstination de Jean et de la maman de Philippe. On aurait peut-être pu faire passer ce corps pour étant celui de Philippe. Ça a tenu peut-être à pas grand-chose. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, madame? La vérité, et savoir quand il est mort, comment il est mort. J'ai perdu 5 fils au total sur 8. J'ai 51 arrière-petits-enfants. Moi, je pense à l'avenir. A-t-on essayé de faire passer un cadavre pour un autre?
Aujourd'hui, Roland Dumas, ministre des Relations extérieures, reconnaît lui-même que le médecin légiste de Kinshasa s'est peut-être trompé. Alors, que sont devenus les membres de l'expédition? Où sont les corps? Cherche-t-on vraiment à dissimuler quelque chose? Je ne sais plus sur quel plateau je suis interpellé par quelqu'un qui me dit « Monsieur de Dieuleveux, voici le téléphone pour vous. » Allô, Monsieur de Dieuleveux, ici Jean-Pierre Elkabbach. Ne quittez pas, je vous passe Monsieur Roland Dumas, ministre des Affaires extérieures. Étrangère. Monsieur de Dieuleveux, ne vous faites aucune illusion. Votre frère a été bouffé par les crocodiles, ainsi que ses amis. Le fleuve en est infesté. Je lui coupe la parole, je lui dis « Monsieur le ministre, ce que vous ignorez, c'est que j'ai 13 ans d'Afrique noire derrière moi. Je connais parfaitement les mœurs des crocodiles. En aucun cas, ils ne vivent dans les rapides. » Clic, clic, clic. On avait raccroché. On est toujours sans nouvelles. Les 7 Français perdus au Zaïre. Les envoyés spéciaux d'Antenne 2 émettent une nouvelle hypothèse. D'après leur enquête, ils auraient pu être victimes d'une tragique méprise de la part d'une patrouille de l'armée zaïroise. Dès le début, je me suis dit qu'il y a eu un problème. Cette série de témoignages que nous avons obtenus à la fois des autorités et des habitants à Boma, parce qu'on a discuté avec beaucoup de jeunes, c'était le pépin. Tout le monde était au courant que cet endroit-là, c'était une zone dangereuse, contrôlée par l'armée, où il y avait des conflits. Mais on le savait, c'était, je veux dire, en partant de Kinshasa, on savait que c'était une zone... D'ailleurs, le chauffeur de taxi aussi nous l'avait bien précisé. Attention, là-bas, vous savez, en ce moment, ils sont en alerte, etc., etc. Nous apprenons qu'il règne une psychose du colonel Kadhafi, que l'armée est en état d'alerte dans cette zone sensible du barrage d'Inga et qu'elle a reçu l'ordre de tirer à vue sur tout ce qui est suspect. Alors, question, l'armée zaïroise a-t-elle intercepté les 3 occupants du 2e bateau? Et quand on dit que c'est l'armée zaïroise qui leur a tiré dessus parce que c'était une zone sensible avec le barrage. Ah non, ça c'est très faux. Ce n'est pas vrai. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de zone interdite. Zone interdite, alors n'est pas la nature peut-être. Pourtant, les gendarmes zaïrois cherchent eux aussi à savoir si les 3 occupants du 2e bateau ont pu être interceptés par une patrouille zaïroise qui a appliqué les ordres de tirer à vue sur tout élément suspect. On se fait virer d'Inga. On nous dit qu'on n'a plus besoin de nous, il faut qu'on parte. Il faut qu'on remonte à Kinshasa. Donc, avant de prendre l'avion, les Zaïrois nous imposent, me font écrire un papier comme quoi je n'ai rien vu et je n'ai surtout pas entendu de coup de feu. Quand on vous fait signer une déposition comme quoi vous n'en avez pas entendu, c'est forcément qu'il y en a eu, mais bon. Claude Épervrier, qui était l'ambassadeur de France à l'époque, a beaucoup insisté pour que j'accepte de donner une interview à la télé locale. Il m'a dit on a vraiment besoin que vous alliez sur le plateau de la télévision locale pour dire ce qui s'est passé sans mettre en cause les Zaïrois, etc., etc. Alors, vous me parlez de bavure. Je commande cette armée depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Chez moi, chef militaire, ce qui compte ne sont pas le racontard des uns et des autres. Lorsqu'on m'implique dans une histoire aussi tragique, ça me fait de la peine. Vraiment beaucoup de peine. Vous dites bien à ces messieurs, le seul obstacle à leur expédition, c'est Inga. La famille de Philippe veut toujours savoir à tout prix ce qui s'est passé l'été dernier au Zaïre. C'est pourquoi son épouse et l'épouse d'un autre disparu de l'expédition, Richard Janel, ces 2 femmes sont allées au Zaïre rencontrer le président Mobutu. Eh bien, je vais au Zaïre. La première fois, j'ai cru que j'ai dû y aller en février, il me semble, avec des journalistes qui nous suivaient malheureusement. Mais moi j'ai dit, par image, vous ne venez pas au barrage avec moi, je ne veux aucun journaliste avec moi, à Inga. Et tout le monde a obéi. Il faut essayer d'être prudent. Je ne veux pas ramener avec 20 journalistes.
Eh bien, Paris Match a été très correct. J'ai dit, vous venez 3 jours après qu'on soit arrivé, mais pas avant. Et j'ai demandé au président Mobutu de me recevoir moi toute seule. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme il aime Richard, qu'il adorait Richard, peut-être qu'il me dira quelque chose. Après, il a reçu Diane. Ça s'est pas très bien passé. Et après, toutes les deux. Ils ont dit qu'ils ont eu un accident dans l'eau, que le fleuve, il y a un coude, ils sont tous tombés dans l'eau. C'est tout. Madame Dieu le veut, Diane et puis Chantal Janel venaient et voulaient nous voir pour recevoir nos témoignages. Et là, on leur explique, on leur montre la situation, ce que l'on avait fait, comment on l'avait fait, comment on l'avait retrouvé, nos sensations. On essaie de les amener sur cette thèse. C'était un accident. D'autant qu'à ce moment-là, le président Mobutu offre son hélicoptère pour qu'elle aille sur les lieux et qu'elle descende et qu'elle voit pratiquement ce que moi j'ai filmé, c'est-à-dire le rapide Dinga dans toute sa splendeur et son horreur, quoi, hein. Écoutez ce qu'a dit Maître Lafont à Roland Sicard. La première hypothèse qu'il faut reconnaître, c'est la noyade, avec le fracas et le tumulte des eaux qu'il faut voir pour réaliser. J'ai l'impression que la France, je ne sais pas qui, mais a tout fait pour amener Madame Janel et Madame de Dieu-le-Veut face aux rapides avec Maître Lafont pour leur dire regardez comment c'est grave, les rapides, regardez comment c'est dangereux. Vos maris ont disparu là-dedans, voilà. Je pense qu'ils ont été trop loin et qu'ils ont présumé de leur force et que, comme beaucoup d'aventuriers à l'heure actuelle d'ailleurs, parce qu'il y en a plein à qui il arrive des accidents puisqu'ils s'imaginent qu'on peut tout faire et que c'est l'engrenage de l'aventure, on va toujours plus loin, il faut faire mieux que le précédent, il faut faire... je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'ai aucune certitude sur l'issue de ce qui lui est arrivé. J'ai une conviction tout à fait personnelle qui est qu'ils se sont, à mon avis, tous noyés. La disparition, c'est terrible, une disparition. Parce que t'as rien, hein. T'as plus de papier, t'es plus assez social, t'as plus rien. Et maintenant, les comptes en banque, t'es monsieur ou madame, mais à l'époque, c'était monsieur et... Donc le compte du Richard, je ne pouvais pas le toucher, Diane non plus. Tu es rien du tout. Ben oui, tout est bloqué, tout est bloqué. Et tu n'as plus de rentrée d'argent, comment tu fais? Moi, j'avais des beaux-parents qui avaient des moyens. Diane, elle n'avait rien. Voilà, et puis après, Diane a décidé de faire un papier comme quoi ils étaient vraiment morts dans l'eau. Elle a voulu qu'on signe ça, ben moi j'ai signé, mais j'ai dit bon ben... On ne sait pas si c'est vrai, et puis voilà. Comme ça, elle a eu de l'argent, et moi un peu d'argent, et voilà. Philippe de Dieu-le-Veut, l'animateur d'Antenne 2, assassiné avec ses compagnons d'aventure en 85. C'est la révélation faite ici même par un ancien officier des services secrets zaïrois. Philippe de Dieu-le-Veut était arrêté le 6 août 1985 à Inga, vivant. Et il a été amené à Matadi, Manu Militari. À Matadi, une équipe de la division spéciale présidentielle est venue et c'est cette équipe-là qui s'est chargée de l'interrogatoire et de l'exécution de Philippe de Dieu-le-Veut
et de ses amis. 9 ans après la disparition de l'animateur de la chasse au trésor, cette surprenante révélation invérifiable pour l'instant jette le trouble, car l'affaire qui avait passionné la France n'a jamais été élucidée. Les corps n'avaient jamais été retrouvés et des éléments troublants laissaient planer un doute. Okito Benebene, l'officier des services zaïrois, était en poste ici. Selon lui, l'animateur était soupçonné d'être mêlé à une affaire d'espionnage, une raison suffisante, affirme-t-il, pour l'éliminer. Alors vous vous rendez compte, monsieur, de l'importance des révélations que vous faites. Pourquoi avoir attendu vous-même 9 années avant de les faire? J'étais en service, j'ai demandé l'asile politique en 90. Je n'avais pas encore obtenu mon statut de réfugié, je ne pouvais pas faire de telles révélations. Comment cela s'est-il passé? Nous avons reçu un message le matin du 6 août 85. Le message nous signalait une dizaine de mercenaires qui étaient sur le fleuve et prêts à attaquer le barrage de Inga. Bon, puisque auparavant, il y a un message du service secret français qui est tombé, qui nous informait de l'imminence d'une attaque de barrage d'Inga. Okito affirme qu'un message est venu de Paris, des services français, transmis au service secret congolais. Il y aurait un commando de mercenaires qui aurait été vu sur l'île des Hippopotames. Nous avons su qu'il y avait eu des informations données par les services français à Mobutu sur une possible attaque du barrage. L'idée qui s'est mise en place tout de suite, c'est qu'il pouvait y avoir eu une confusion de fait, prendre 2 rafts qui approchaient pour une équipe qui venait attaquer le barrage. Et avec des gâchettes faciles, il aurait pu se produire n'importe quoi. Les services de sécurité dont Okito fait partie commencent à émettre des doutes sur l'expédition Africa Raft. Doute pourquoi? Puisque arrivés à Bujumbura, ils ont rencontré un monsieur belge qui s'appelle Guy Colette. Et ce monsieur aurait été un indicateur des services libyens. On l'aurait vu fréquenter l'ambassade libyenne. C'est dans ces conditions que les suspicions ont été nourries. Il se trouve que Mobutu, à cette période-là, reçoit des menaces du colonel Kadhafi. Autant vous dire que la situation est assez tendue. Donc l'expédition Africa Raft, dès le départ, est sous surveillance. Le régime de Mobutu a surveillé les mouvements de déplacement de Philippe. Il aurait eu des contacts, il aurait parlé à quelqu'un de la DGCE, il aurait parlé à quelqu'un de notre service, posé des questions. Les révélations succèdent aux révélations dans ce qu'il faut appeler aujourd'hui l'affaire Dieuleveux. Philippe de Dieuleveux appartenait au service secret français, affirme aujourd'hui son propre frère. Nous allons accueillir tout de suite Jean de Dieuleveux, le frère de l'animateur Philippe de Dieuleveux, qui a des révélations à nous faire ce soir sur son frère. Jean de Dieuleveux. Première question, je voudrais préciser que vous étiez militaire de carrière, vous étiez lieutenant-colonel dans l'armée, ce qui donne encore plus de poids à vos propos, puisque vous nous dites ce soir que votre frère, Philippe, était en fait un agent secret, pourrait-on dire, qui travaillait pour les services secrets français. Normalement, c'est secret, non, justement. Je le sais depuis 20 ans. Parce que Philippe et moi, nous étions frères, amis et complices, très confidents. Donc Philippe, un jour, m'a dit, bah, voilà, Jean, je te dis, voilà, je fais ça. Peut-être aussi un peu pour se libérer. Il voulait que quelqu'un qui soit près de lui le sache. Philippe de Dieuleveux, c'est un para avec toutes les valeurs qui vont avec ce titre de parachutiste. C'est pas rien d'être para dans l'armée française. Quand Jean me dit que Philippe était de la DGSE, je suis pas étonné. Ça va avec le personnage. Puis quelque part, je trouve que ça va avec sa légende.
Alors je sais que Philippe de Dieuleveux appartenait et a été pris en compte par ce service parce que les hasards ont fait que mon recruteur et mentor a été celui de Philippe de Dieuleveux. Voilà. Philippe de Dieuleveux a fait partie de toute une génération de jeunes Français qui ont été projetés par la DGSE, la plupart du temps à l'époque sous couverture d'ONG. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on n'utilise plus du tout les ONG comme couverture pour projection d'agents. Et ces agents, en fait, en quelque sorte, ouvraient les routes pour le service, approchaient les chefs des mouvements rebelles sous couvert de logisticiens, de reporters, etc. Philippe va travailler pour Médecins sans frontières. Il sera la plupart du temps caméraman pour la célèbre ONG. Il va partir sur une quantité de terrains chauds autour du globe, le Honduras, le Guatemala, le Kurdistan iranien, la Birmanie, le Tchad. Et il va vivre quantité de moments importants sur le terrain, et c'est ce qu'il aime, avec cette célèbre ONG. Philippe il avait un esprit de soldat. Il a fait son service militaire, comme tout le monde à l'époque, mais quand il a intégré la DGSE, il était quelque part marié et lié à cette famille. Alors, Philippe de Dieuleveux travaillait pour un service très particulier, une unité très secrète qui n'existait pas dans l'organigramme ni du SDEC ni de la DGSE. Ce service qu'on a un petit peu dénommé au sein de la DGSE le service des clandestins. Donc s'il était capturé ou mis en difficulté sur un théâtre d'opération, rien ne le reliait au service de renseignement extérieur de la France. Philippe, ça, je ne savais pas du tout qu'il travaillait pour la DGSE à l'époque. Je l'ai appris par la suite. Mais c'est évident qu'à partir du moment où il travaille pour la DGSE, on travaille toujours pour la DGSE. Un barrage comme Inga, qui est un barrage d'une importance cruciale sur un plan économique et sur un plan politique aussi par rapport à Mobutu, était truffé de militaires, était truffé de services secrets, et passer dans cette région-là, ça devenait extrêmement dangereux. Le message venu de Paris les informe qu'il y a un groupe de mercenaires prêt à attaquer le barrage. Et le groupe de mercenaires, il faut le relever, c'était des Blancs. Puisqu'il y a très peu de Blancs dans les environs là-bas. Il y avait quelques Américains qui travaillaient du côté du barrage, des Allemands ou des Belges qui travaillaient sur le barrage. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres Blancs dans les environs. C'est alors que, selon Okito, un autre message est venu de la DSP, Brigade spéciale présidentielle, demandant de tout faire pour neutraliser les commandos. Et c'est le point de départ de tout ce qui est venu se dérouler après. Et plus personne n'a pu avoir le contrôle sur tout ce qui s'est passé. Je faisais partie d'une équipe d'ingénieurs en 1985. Nous avions passé un contrat avec le gouvernement zaïrois pour inspecter les barrages d'Inga 1 et Inga 2, qui sont leurs barrages électriques. Approximativement vers 8h30, 9h, 10h du matin, je ne m'en souviens pas exactement, des camions sont passés à toute allure. Les camions étaient gros, 2 ou 3 tonnes, et des soldats étaient à l'arrière des camions. Ils étaient lourdement armés. En même temps, j'ai remarqué que les troupes s'étaient avancées jusqu'au bord de l'eau. Les camions se sont immobilisés, les gardes nationaux sont sortis. Et je dirais qu'ils ont pris une position défensive. Mon chef d'équipe a crié « Bateau !» et je me suis retourné pour regarder. J'ai vu quelque chose dans la rivière. Cela signifie qu'ils mettaient en joue quelque chose devant eux. Ils ont épaulé et ils pointaient vers le fleuve. Un Américain qui travaillait à Inga raconte que
les gendarmes ou les soldats congolais auraient tiré sur les Blancs qui étaient là. Alors vous avez cru à ce moment-là, en tout cas les troupes zaïroises ont cru à ce moment-là que Philippe de Deleveux et ses équipiers étaient des mercenaires. Donc vous les avez arrêtés, ils ont été arrêtés? J'ai assisté à leur capture. Oui. Il y a M. Hérold et Janel qui sont morts pendant leur capture. Donc il y a déjà deux morts et des blessés. Ils ramassent tout le monde et décident d'aller avec eux à Matadi. Et c'est à Matadi où une équipe venue de Kinshasa, de la DSP, est venue les rejoindre et que c'est elle qui a, semble-t-il, selon Okito, conduit les interrogatoires avec tous les membres du commando qui étaient encore en vie. Après l'interrogatoire, les personnes ont disparu. Où sont-ils partis? Mais le fait est là. Philippe et les survivants qui étaient là-bas, on ne les a plus vus. Jean rencontrera Okito. Ils vont se voir à 2 reprises. Et mon père a acquis la conviction qu'Okito Benebene disait vrai sur certains points. Je suis contente que la vérité éclate parce que je crois sincèrement qu'ils ont été assassinés. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui? Parce qu'on nous a donné on a essayé de nous donner des tas de preuves de la noyade, mais qui ne tiennent pas du tout. Et ma grand-mère, qui est morte à 99 ans, a eu 8 garçons. Elle en a perdu 5 de son vivant. Et le dernier, Philippe, elle s'est battue pour lui. Elle n'a jamais accepté cette thèse officielle de la noyade. Suite à la sortie du livre d'Okito Benebene, avec tous ces détails et ces éléments nouveaux, mon père déposera plainte contre X. Il y aura une enquête. Vous avez eu le sentiment 9 ans durant que sciemment les autorités militaires et les pouvoirs publics voulaient vous empêcher de savoir la vérité? Absolument, absolument. Le gouvernement Roland Dumas a toujours fait croire à la noyade pour accréditer la thèse de Mobutu, qui faisait croire à la noyade. Bien. Sur place, à Inga, j'ai été tout de suite coiffé par le lieutenant-colonel Jean, qui commandait le détachement venant de Centrafrique. Sa mission était, ils ont été noyés, il faut rechercher les corps. Le seul corps qui a été retrouvé, c'est donc celui de Guy Colette. Ce corps va être l'objet de toutes les attentions des enquêteurs de la brigade criminelle. Mon père demande au juge d'instruction d'exhumer le corps. Guy Colette s'est bel et bien noyé. Alors c'est particulièrement intéressant évidemment parce que dans le livre d'Okito Benebene, cet agent secret zaïrois prétendait que Guy Colette avait été exécuté par balle. Donc là, évidemment, c'est le démenti formel sur la base d'un rapport d'autopsie, tout ce qu'il y a de plus incontestable. Ça contredit complètement les faits, prétendus faits rapportés par Okito Benebene. Évidemment, les enquêteurs de la brigade criminelle veulent pouvoir interroger Okito Benebene. C'est quand même son livre qui est à l'origine de toute cette enquête. Les policiers français se sont déplacés en Belgique, chez leurs camarades de la police fédérale belge. Okito vient. Il renvoie perpétuellement à son livre. Voyez page 29 de mon livre, voyez page 32 de mon livre. Okito Benebene dit bon, écoutez, j'ai des courses à faire, j'ai pas que ça à faire. Il s'en va et on ne le reverra jamais. Et l'enquête conclura accident noyade. La plainte contre X de mon père sera classée sans suite. On classe, circuler, il n'y a rien à voir.
2005, il y a une personne qui rentre dans ma vie qui est intéressée par l'affaire de Dieu-le-veut. Je me dis, mais tiens, le dernier des Mohicans. Je suis journaliste, je m'appelle Anna Miquel, je ne comprends pas, il y a des zones d'ombre. Elle avait un certain nombre d'informations, j'ai trouvé ça assez riche, j'ai pu donc lui amener des choses complémentaires, et après, elle est partie au Congo chercher sur place. Vous étiez quoi à l'époque? J'étais militaire. Militaire où? À la division FIS. C'était quoi le FIS? C'était une force d'intervention spéciale chef de l'État. C'était quoi le travail? Nous étions pour la mission privée du président de la République. Privé? C'est-à-dire? S'il y a peut-être quelqu'un à lever ou à tuer. Ou... Moi, je fais des recherches sur 7 Français qui ont disparu il y a 20 ans. Donc, qu'est-ce que vous savez de cette histoire? Philippe Dieu-Levé. On nous a appelés à la Jolicite pour faire un travail. C'était quoi Jolicite? Bon, Jolicite, à l'époque, c'était un site touristique, mais on les a transformés comme un centre militaire. Ils sont allés récupérer des mercenaires à Matadi pour les amener à Kinshasa. On leur reprochait quoi? Bon, on a voulu savoir qui l'avait envoyé, si c'est Kadhafi ou un autre. Mais lui ne voulait pas répondre. Et ensuite, c'est pas vous qui l'avez tué? Non, c'était pas nous. Parce que notre service était organisé comme ça. Mais on avait des groupes. Là, c'est pour la tuerie, là, c'est pour la torture, là, c'est pour la filature. Donc, on avait plusieurs groupes. Et vous êtes dans quel groupe? Nous étions juste pour la torture. Donc après, c'est d'autres qui se sont occupés de... Ouais, c'était pas nous. Donc là, si on trouve Gorille, il est mieux placé de t'expliquer comment ils étaient morts et tout. Parce que c'était leur métier. Chérie, ça va? En 1985, vous étiez où? 85. 85, j'étais toujours à l'armée. Oui, à l'armée. De quelle unité? Et détaché à la présidence. C'était la garde présidentielle. Donc oui. Il s'occupait de la sécurité. La sécurité du chef. Vous faisiez aussi des missions privées du chef, quelquefois. Ah, ben oui, c'est... Alors je voulais un peu demander, en 1985, tu te souviens, le mercenaire français? Oui. Tu te souviens? Tu connais bien l'histoire? Je connais l'histoire. Tu peux un peu nous relater? Ils ont venu par la voie fluviale. Quelle intention? Pour saboter des barrages ou bien? Alors ils ont eu l'affrontement là, puisque quand ils commençaient à venir, ils étaient déjà repérés. On nous avait amené 4 à Jolicite. Oui. Après nous, on les a envoyés à la DSP. Dès qu'ils ont venu chez vous à la DSP, vous avez fait quoi avec ce gens? Est-ce qu'ils sont rentrés en France? Est-ce qu'ils étaient arrêtés mais dans un cachot ici? Ou comment? C'est ça, je voulais pas savoir. C'est trop lourd. C'est trop. Anna Miquel revient à Paris et là, elle commence à raconter ce qu'elle a découvert. Elle proposait de travailler sur le Zaïre à l'époque, le Congo aujourd'hui, autour de l'affaire Dieu-le-veut.
Je lui avais dit, écoute, Dieu le veut, c'est bien, parce que ça permet de raconter l'Afrique. Cette histoire permet de raconter l'Afrique, parce qu'on est dans le monde du Zaïre de l'époque, de Mobutu, ce monarque qui règne sur ce pays immense et absolument fascinant qu'était le Zaïre de Mobutu. Les deux témoignages qui disaient quelque chose, c'était ceux de Gibet et de Gorille. Les deux étant d'anciens militaires zaïrois qui, eux, avaient un récit à la fois précis et incriminant. Anna Miquel a rencontré d'anciens membres de la division spéciale présidentielle, les hommes de Mobutu. Leurs déclarations accablantes se recoupent. Des témoignages d'exécutants, c'est-à-dire les petits bras du régime de Mobutu qui ont exécuté la base Besogne, qui ont arrêté ces hommes, qui les ont transférés, qui les ont interrogés et qui les ont exécutés. La cause de l'accident, ça peut être la DSP, Mobutu, des villageois, la nature, ça c'est la cause. Mais la raison pour laquelle Monsieur Dieu le veut était là, c'est laquelle? Le mystère se trouve du côté de la France. Peut-être. Ma conviction que l'on ne retrouve qu'un corps, et qu'il y ait 6 corps qui aient disparu, c'est que, manifestement, il y a l'omerta autour de quelque chose qui s'est passé, on a fait en sorte qu'on ne les retrouve pas. C'est comme ça, on ne sait toujours pas qui a tué Kennedy, et c'est sûrement pas Oswald. Je pense qu'il y a malheureusement, il y a des dossiers pour lesquels on n'a pas vraiment d'explication. Et en principe, on a des explications parce qu'il y a des gens qui parlent. À ce niveau, tout est possible. Et quand on fait une construction de l'esprit et de raisonnement, on peut conclure à tout. Mais la réalité est différente. Je ne peux pas donner une construction logique à mon raisonnement dans cette affaire. Parce que est-ce qu'il y a une logique? Donc, je ne dis pas que mon objectivité va être touchée, mais d'un côté, j'étais le représentant d'un gouvernement, s'il y a des choses à cacher. De l'autre, Richard Janel était mon ami. C'est ça le problème. Mon père s'est battu 30 ans sur cette affaire, 30 ans de sa vie à y penser régulièrement, à nous en parler, nous, ses enfants. J'ai grandi avec cela. Personne ne l'a écouté. Il en a énormément souffert. Rajoutez à cela un mal de vivre, une injustice qu'il ne supporte pas. Il retrouve une arme qu'il avait perdue. Il nous en parlait, de cette arme. Il retrouve aussi des balles. Et là, il place l'arme sur son cœur. Et il appuie sur la détente.